Bonjour. Alors ce bref exposé sur le théorème de Bayes va nous servir d'introduction à un très vaste champ de la recherche qui utilise le concept de ce qu'on appelle l'inférence bayésienne. Alors ce terme peut vous paraître barbare, mais nous allons voir que depuis notre plus tendre enfance, nous pratiquons l'inférence bayésienne. Voici 25 boîtes de friandises qui, ici, sont fermées. Si on les ouvre, on constate que certaines d'entre elles contiennent une friandise et d'autres pas. On colorie toutes les boîtes avec une belle couleur, mauve ou une couleur verte. Alors, si vous avez bien regardé, vous avez pu noter que les boîtes contenant une friandise sont plutôt violettes, mais pas toutes, il y en a quelques-unes qui sont vertes. Et par ailleurs, il ne vous a pas échappé que la plupart des boîtes vides sont vertes, sauf quelques-unes qui sont violettes. On les referme toutes, on les mélange un peu pour ne pas se souvenir de l'emplacement des friandises, et maintenant je vous propose de choisir une boîte. Alors, je suppose que vous allez choisir une boîte violette, car vous savez qu'il y a beaucoup plus de chances d'y trouver la friandise convoitée que si on choisit une boîte au hasard, comme au début de l'expérience. En agissant ainsi, eh bien, on pratique un choix typiquement bayésien. Tout au début de l'expérience, la probabilité de trouver une boîte avec friandise était de moins d'une chance sur deux. Mais sachant que la probabilité qu'une friandise soit emballée dans une boîte violette est élevée, et que par ailleurs il est moins probable qu'une boîte violette soit vide, on en induit qu'on a plus de chances de tirer une friandise en choisissant une boîte violette plutôt qu'une verte. Alors cette probabilité, on peut la calculer, et pour cela nous allons prendre un autre exemple similaire, mais plus épidémiologique. Voici un groupe de 120 sujets qui se plaignent d'être malades. Alors, en réalité, 25 seulement sont vraiment malades, ils sont ici colorés en rouge, et 95 ne sont pas malades et sont ici en bleu. Alors, on fait subir à chacun des sujets un test biologique. Parmi les malades, 21 sont positifs et 4 sont négatifs. Quant aux non malades, la plupart sont négatifs, sauf 8 qui sont colorés ici en bleu foncé. Alors, voici les résultats de l'ensemble des tests, et comme on n'y voit rien, on récapitule le tout sous forme d'un tableau. On sait que l'on a 25 malades sur 120 consultants, donc la fréquence de la maladie, qu'on peut assimiler à la probabilité a priori d'être malade dans ce groupe, est de 21%. Parmi ces malades, 21 ont présenté un test positif, mais parmi les sujets sains, 8 présentaient aussi un test positif. Donc parmi l'ensemble des 120 tests effectués, 29 étaient positifs, parmi lesquels 21 sont des malades. Il y a donc 72% de malades parmi les positifs. On peut donc dire que la probabilité d'être malade après avoir fait le test, probabilité a posteriori, est de 72% si le test est positif. Donc malgré les imperfections de ce test, on a amélioré la probabilité d'être malade en passant de 21% à 72%, soit un facteur à peu près égal à 3,5. Mais tous ces calculs ne sont possibles que parce que je vous avais montré qui était malade et qui ne l'était pas. Mais dans la vie réelle, on ne sait pas qui est malade. On se trouve à chaque consultation en présence d'un patient, chez qui par exemple on découvre un résultat positif, et bien sûr la question qui se pose est suis-je malade? Quelle confiance je peux accorder à votre examen? Donc la question posée c'est quelle est la probabilité d'être malade si le test est positif? On va formaliser un peu les choses en appelant A le fait d'être malade et en appelant B le fait de présenter un résultat positif au test qui a été pratiqué. Donc la question posée, c'est quelle est la probabilité conditionnelle de A si B est présent? C'est la probabilité a posteriori de la diapositive précédente. Alors, il va falloir faire appel à quelques souvenirs de vos classes du secondaire, soit A et B, deux probabilités d'événements indépendants dont la valeur peut être représentée par les deux surfaces colorées. La probabilité de A, on peut l'imager par le rapport de la surface colorée en bleu divisé par l'ensemble de l'univers des possibles oméga. De même, la probabilité de B peut être imagée par le rapport de la surface en rouge sur l'univers des possibles oméga. Alors, on voit que la probabilité de A si B, en rouge foncé, est représentée par l'intersection des deux surfaces. Cette surface d'intersection, c'est une partie de la probabilité de B. Donc la part de la surface de A à l'intérieur de B est égale à la surface de l'intersection AB divisée par la surface de B. Là, ça fait à peu près un quart de B sur cette image. Donc, plus formellement, on va pouvoir écrire P de A si B est égal à PA inter B divisé par P de B. Mais on aurait pu tout aussi bien faire la démonstration inverse et chercher la probabilité de B si A.
Là encore, cette probabilité est représentée par l'intersection de A et de B, ici colorée en bleu foncé, qui est une partie de la surface de A. Ici, c'est à peu près la moitié. On a donc probabilité de B si A est égale à la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Alors, voici les deux propositions qu'on vient de trouver. On fait une petite inversion dans chaque formule, ce qui nous permet de constater que nous disposons de deux expressions pour la même valeur PA inter B. On peut donc écrire l'égalité P de A si B par P de B égale P de B si A par P de A, qui est l'amorce du théorème de Bayes. Et on peut le vérifier rapidement avec les données de notre exemple. La probabilité de A, probabilité d'être malade, 25 sur 120, soit 0,208. La probabilité du signe, donc 29 fois le signe positif sur 120, soit 0,242. La probabilité de B si A, c'est-à-dire la sensibilité du test, la capacité du test à détecter des malades, donc 21 fois sur 25, soit 0,84. Et enfin, la probabilité de A si B, probabilité d'être malade si le signe est présent, donc 21 fois sur 29, soit 0,724. Et je vous laisse le soin de vérifier cette égalité, 0,724 par 0,242 est bien égal à 0,84 par 0,208. Et maintenant, vous êtes mûrs pour apprécier ce théorème de Bayes qui découle de l'égalité que nous venons de trouver. P de A si B égale P de A multiplié par le rapport P de B si A divisé par P de B. Alors mine de rien, cette formule est extraordinaire, c'est sans doute la formule la plus importante de la théorie des probabilités. Elle a complètement révolutionné le raisonnement probabiliste. En effet, que nous montre-t-elle? La probabilité de A si B, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de A connaissant B, donc une probabilité a posteriori. L'improbabilité de A, c'est la probabilité globale de A, indépendamment de B, avant de connaître B. C'est donc une probabilité a priori. Donc ce théorème nous dit qu'une probabilité a posteriori peut être calculée à partir d'une probabilité a priori connaissant certains paramètres. Alors cette formule assez simple présente néanmoins quelques difficultés. Dans notre exemple, on voit que pour calculer la probabilité d'être malade, si le test est positif, il nous faut trois types de données. La probabilité de A, c'est la probabilité d'être malade, autrement dit la prévalence de la maladie. On peut la connaître a priori. La probabilité de B si A, c'est la capacité du test à détecter les malades, donc c'est la sensibilité. Alors, il reste P de B, la probabilité du test à être rendu positif. Alors, est-ce qu'on peut connaître cette probabilité? Il nous faut revenir à nos diagrammes de Venn. On peut dire que la probabilité de B, c'est la somme de l'intersection de B et de A, plus l'intersection de B et de non A. Alors, on a vu tout à l'heure comment obtenir P de A inter B, et on peut de la même façon obtenir P de non A inter B, qui est égal à P de B si non A par P de non A. Et on peut donc écrire P de B, qui est la somme de ces deux termes. Et donc, remplacer P de B par cette valeur au dénominateur de la formule de Bayes. On obtient ainsi une formule développée, qui, je vous l'accorde, est absolument impossible à retenir, mais qui possède un avantage majeur. En effet, dans notre exemple, on connaît maintenant toutes les valeurs du terme de droite. On connaît la prévalence et son inverse, P de B si A, la sensibilité, et P de B si non A, qui est la probabilité des faux positifs. Donc c'est 1 moins la spécificité de la technique. Donc sensibilité et spécificité sont des qualités intrinsèques du test que l'on connaît car elles sont affichées par le fabricant. On retourne à notre exemple. Connaissant la prévalence a priori de la maladie qui est de 20,8%, la sensibilité du test qui est de 84%, sa spécificité de 91,6%, on peut en déduire la probabilité d'être malade si le test est positif, qui est de 72,4%. En matière de diagnostic, on appelle cette probabilité la valeur prédictive positive du test. Et je vous renvoie à une vidéo consacrée à ce sujet intitulée dépistage.
Alors je vais revenir un peu sur cette formule qui nous dit qu'une probabilité a posteriori peut être calculée à partir d'une probabilité a priori, à un facteur k près. Par exemple, sachant que dans un pays donné, il pleut un jour sur 4, je ne vous dirai pas où pour ne vexer personne, et connaissant les probabilités qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas lorsque des nuages noirs s'amoncellent à l'horizon, on peut alors estimer la probabilité qu'il pleuve aujourd'hui si on voit des nuages arriver. C'est ni plus ni moins ce que font les météorologistes, avec des données certes plus sophistiquées que des nuages. Alors, un raisonnement bayésien peut être vu ainsi: à travers le prisme d'un événement B, on modifie la perception d'une situation que l'on connaissait a priori. L'événement B vient enrichir cette connaissance, événement qui agit un peu comme une loupe. L'événement B, c'est le résultat d'une observation, d'une expérimentation, d'une expérience, d'une série de mesures qui viennent modifier la probabilité a priori. Ce type de raisonnement, qu'on appelle inférence bayésienne, est de type inductif. Affirmer la probabilité de A si B, c'est faire une inférence. Le théorème de Bayes a de très nombreux champs d'application. On l'a vu dans le calcul de valeurs prédictives, que ce soit pour un test diagnostique, une méthode de dépistage, voire un système d'alerte en population. On l'utilise dans la construction d'arbres décisionnels, mais son application dans le domaine de modélisation et de la recherche est en plein développement, car ce qu'on appelle l'inférence bayésienne permet d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration de chaînes causales. Alors pour finir, voici un exemple un peu simpliste d'un raisonnement bayésien, mais il montre comment prendre en compte les probabilités dans un raisonnement de ce type. Alors, on voit venir en consultation un jeune adolescent amené par ses parents pour une diarrhée de survenue brutale. Ce garçon est par ailleurs en bonne santé. Alors quelles sont les hypothèses diagnostiques? Alors tout d'abord la mère, très anxieuse, qui a passé sa soirée sur internet pour rechercher toutes les causes de diarrhée, pense qu'il s'agit d'un début d'une maladie de Crohn, grave maladie intestinale. Le père, plus désinvolte, attribue ce symptôme à la note catastrophique obtenue par son rejeton à son examen de statistique. Et le médecin, lui, évoque en premier lieu la possibilité d'une intoxication alimentaire. Alors on peut bien sûr évoquer d'autres diagnostics, mais on va s'arrêter là. Toutes ces hypothèses sont des probabilités a priori de la mère, a priori du père, a priori du médecin. L'événement B, c'est la diarrhée, dont la signification est plus ou moins pertinente. En termes statistiques, on appelle cette pertinence la vraisemblance. C'est tout simplement la combinaison des qualités intrinsèques de sensibilité et de spécificité de ce symptôme. Ce qu'on cherche au final, c'est la probabilité de l'hypothèse suggérée en présence de diarrhée. Alors, cette probabilité, a posteriori, P de H si diarrhée, est proportionnelle au produit de la probabilité a priori par la vraisemblance du symptôme. Et vous reconnaissez là notre paradigme de Bayes. Alors commençons par la maladie de Crohn. C'est une maladie rare dont l'incidence est d'environ 1 pour 10 000. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur 10 000 de rencontrer un nouveau cas de maladie de Crohn. Mais ce qu'a bien noté cette mère, c'est la probabilité d'observer une diarrhée lors d'une maladie de Crohn qui est très élevée. C'est même un des symptômes majeurs de cette maladie. Donc la vraisemblance est très élevée. Mais au final, le produit des deux est petit et la probabilité de l'hypothèse Crohn est faible, d'autant plus que ce garçon n'a pas d'autres symptômes compatibles avec cette pathologie. Deuxième hypothèse, l'échec à l'examen. La fréquence des échecs aux examens de ce jeune homme qui fait le désespoir de son père est élevée, mais la probabilité de diarrhée consécutive à un échec aux examens, tout en n'étant pas impossible, est fort douteuse. Au total, la probabilité de cette hypothèse est négligeable. Quant aux toxi-infections alimentaires, elles sont très fréquentes et la vraisemblance du symptôme est très élevée dans ce type de pathologie. Donc finalement, la probabilité de l'hypothèse de toxi-infection en présence de cette diarrhée sera privilégiée par le médecin pour orienter les examens complémentaires et choisir un traitement. Et donc on rassurera la mère et on dira au père d'être un peu plus empathique avec son fils. Alors restons prudents. Il s'agit d'un raisonnement de type probabiliste, il ne permet pas d'affirmer une causalité. Peut-être y a-t-il une autre cause de diarrhée. On pourrait dire simplement que le médecin n'a pas forcément raison, mais qu'il a en quelque sorte plus raison que les parents du jeune homme. Donc en conclusion de ce bref exposé, vous avez sans doute entrevu que le raisonnement bayésien est extrêmement répandu, que ce soit par des enfants dès les premiers mois de la vie, jusqu'aux chercheurs en sciences cognitives par exemple.
Alors peut-être vous sentez-vous naufragé dans cet océan de théorie avec une probabilité très faible de vous en sortir. Mais sachez repérer les signes qui vous indiqueront que vous allez dans la bonne direction. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo traitant plus avant de l'inférence bayésienne.